Bonjour Jean. Bonjour Claire. Vous vous intéressez à la Cour des comptes, vous aussi, aujourd'hui ? Ben oui, parce qu'au moment où commence bientôt le vote de la loi de finances qui va mener le Parlement jusqu'au mois de décembre, et ben pendant ce temps-là, la Cour des comptes, c'est mon invité qui tousse, la Cour des comptes, dont il était membre, épluche. Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. La Cour des comptes. Ce est l'ordonnance que nous avons faite pour notre chambre de nos comptes, l'an 1319. Voulons et ordonnons qu'il ait en la dite chambre 4 mètres clairs pour corriger les comptes anciens jusqu'au temps notre cher frère le roi Louis, et l'autre pour corriger les comptes de notre temps. Philippe Lelong demande à la première des chambres des comptes de vérifier les dépenses royales. C'est ainsi que les comptables commencent à se pencher sur l'épaule des ordonnateurs. La Cour des comptes d'aujourd'hui aime se dire l'héritière de la monarchie. Elle ajoute qu'elle a été confirmée par l'Empire et consolidée par la République. Jacques Chirac, qui est issu de ses rangs, rappelait volontiers cette triple consécration. En réalité, l'histoire de l'institution n'est pas aussi linéaire. À la fin de l'Ancien Régime, elle avait beaucoup dépéri et ne jouait pas le rôle qui aurait été indispensable. Après Napoléon, qui l'a effectivement refondée en 1807, c'est très lentement qu'elle gagne en légitimité. Aujourd'hui, dans notre société où s'étend la défiance, elle est une des rares institutions à demeurer crédible, faisant valoir que les ressources sont plus rares et qu'il faut réapprendre à compter, elle se sentirait volontiers pousser des ailes. Pierre-Patrick Kaltenbach, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Alors vous avez été quelques 30 ans conseiller, maître dans les dernières années à la Cour des comptes. Alors certains passent leur temps en détachement, comme Jacques Chirac, François Hollande, et vous êtes la bernique accrochée au rocher. Puisque vous aimez bien les comparaisons jolies, vous dites que pour être magistrat à la Cour des comptes, il faut être soit issu de l'école du cirque, soit être éléphant à Bercy. Au diable, après les berniques, le cirque et les éléphants, il faut avoir fait l'ENA en tout cas. C'est ça l'école du cirque. Si vous le prenez comme ça, je suis d'accord avec vous, ça m'a jamais fait rigoler. Mais jamais. Mais il faut être sorti de l'ENA, dans les premiers d'ailleurs. Et les 4 nominations annuelles, c'est d'abord des gens de l'ENA. Après, on prend des éléphants, vous dites, du cirque de Bercy, et puis des noms, des normaux, des rien du tout, des misérables, des zélotes, des ilotes. Et ça, c'est le tour extérieur. C'est le tour extérieur. Donc j'étais. Donc vous étiez. Ah oui, moi je suis un malheureux. Alors vous êtes de double tradition administrative républicaine et de tradition calviniste. Je le dis tout de suite parce que j'imagine que ça va affleurer constamment au long de notre interview, qui va peut-être d'ailleurs être un rodéo plus qu'une interview. Hier soir c'était la reine Margot, je ne sais pas si vous avez vu ce qui nous a été fait en 1472. Ouais. Non. 1572. 24 août. Horrible. Ouais. La tradition calviniste, qu'est-ce que c'est d'un mot ? La tradition calviniste, c'est que l'homme n'est pas bon, qu'il faut l'améliorer, que c'est possible. C'est Voltaire, c'est pas Rousseau. Et en matière de compte, c'est la séparation des pouvoirs. Alors vous avez aussi un ancêtre qui était à l'origine, aux côtés de Napoléon empereur, et de Cambacérès, et d'autres, de la refondation de la Cour des comptes. Vous êtes arrivé avec sous le bras le portefeuille d'un nommé Béranger. Jean Béranger. Fils bâtard d'un pasteur au désert, né dans un trou qui s'appelle Trémigny, 100 habitants, au sud de Grenoble, circonscription Monsieur Didier Migaud. L'actuel premier président. Vous voyez si Dieu s'occupe de votre émission. Oui. Mais en 1807, qu'est-ce qu'il faisait ? Alors en 1807, il était devenu conseiller d'État parce qu'il avait bien travaillé pour l'empereur, qu'il avait trouvé très sérieux, et qu'il disait qu'il allait renaître. Et dans cette période, c'était assez difficile, n'est-ce pas ? Il y avait eu des tas de choses comme le directoire. Et donc Napoléon avait repéré ce fils de pasteur, et lui dit « Béranger, vous êtes sérieux ? Donnez-moi des statuts qui permettent à ces gens de rester indépendants, sans me désobéir, mais il faut qu'ils aient l'air indépendants, sinon je ne serai pas crédible. » Et c'est comme ça que renaît la Cour des comptes, qui fait l'admiration de Balzac encore, quelques années plus tard, dans les employés. On compte environ 40 000 employés en France. La moyenne des traitements est de 1500 francs. Multipliez 40 000 par 1500,
vous obtenez 60 millions. Pour ce prix, la France obtient la plus fureteuse, la plus méticuleuse, la plus écrivassière, paperassière, inventorière, contrôleuse, vérifiante, soigneuse des administrations connues. Il ne se dépense pas, il ne s'encaisse pas un centime en France qui ne soit ordonné par une lettre, prouvé par une pièce, produit et reproduit sur des états de situation, payé sur quittance. Enfin, bien des pays seraient contents, mais Napoléon ne s'en est pas tenu là. Ce grand organisateur a rétabli les magistrats suprêmes d'une cour unique dans le monde. Ces magistrats passent leur jour à vérifier tous les bons, paperasses, rôles, contrôles, acquis à caution, paiements, contributions reçues, contributions dépensées, etc. Ces juges sévères poussent le talent du scrupule, le génie de la recherche, la vue des lynx, la perspicacité des comptes, jusqu'à refaire toutes les additions pour chercher des soustractions. Ces sublimes victimes des chiffres renvoient 2 ans après à un intendant militaire un état quelconque où il y a une erreur de 2 centimes. C'est comme ça donc que les auditeurs, les jeunes impétrants de la Cour des comptes, ennués, se jettent sur les administrations pour vérifier, éplucher. C'est très très sérieux. Souvent j'aime bien blaguer les gens et les institutions, mais le travail fait par ces gens est remarquable. C'est pas très drôle. J'ai retrouvé des archives de rapports de 1830-40 qui n'ont pas été brûlés par les attachants communards. Car mon ancêtre, le fils du Conseil d'État, était à la Cour des comptes. Et je regarde cette petite écriture, ces petits chiffres. Ce type qui était comte et pair de France. Il additionnait pour la joie d'un Courteline. C'est magnifique le texte que vous avez lu. C'était pas Courteline, c'était Balzac, mais un Balzac courtelinesque. 1807, la refondation. 1822, la restauration réaffirme les pouvoirs de la Cour des comptes par une ordonnance Villèle. Oui, mais en même temps, la Cour des comptes, et un calviniste comme vous qui est attentif au contre-pouvoir doit être un peu froissé de cela, demeure sous la dépendance de l'exécutif. C'est ainsi que Napoléon la voulait. Vous avez tout à fait raison. Le problème français, c'est pas une institution de plus. Moi, je peux imaginer de vous faire 10 cours des comptes, voire 100, une par département. C'est pas la question. La question, c'est la séparation des pouvoirs. Et ça, pour des Français, ça n'est pas acceptable. Pourquoi ? Et je ne serai pas très long. Le pouvoir est bon. Le roi est saint. C'est loin de Dieu. Avec l'Église. Le peuple qui égorge tout le monde est saint. Il tue, mais il est juste et bon. C'est une idée neuve en Europe. Donc vous ne pouvez pas réformer le bien. Donc vous ne le réformez pas. Donc il n'y a pas de contre-pouvoir en France. Et alors c'est curieux parce que c'est le pays c'est curieux, mais là, je parlais de rodéo, vous éloignez un peu du micro. Vous avez le fondement théologique de la séparation des pouvoirs. Il est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de notre pays. On oublie beaucoup les citoyens en ce moment. On parle beaucoup des droits de l'homme. Réfléchissez à ça. Article 16. Ça me fait plaisir parce que M. Migaud, l'actuel mon collègue, premier président, sa revue s'appelle Article 15. Et l'article 15 dit « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » Le droit de citoyen, pas droit de l'homme, qui débarque de je ne sais pas où. Et alors l'article 16, le mien, opération 16. « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ou trop, si ça vous dit quelque chose, ou le mur des cons, ni la séparation des pouvoirs déterminée, si ça vous dit quelque chose, n'a point de constitution. Quand nos ancêtres écrivaient, n'a point de constitution, n'a point de liberté, n'a pas de droit de citoyen, n'a pas de constitution. C'est très très important. Donc, nous n'avons pas de séparation des pouvoirs en France. Mais on a des magistrats à la Cour des comptes. Et alors ces magistrats, à mesure que le temps passe, depuis l'Empire, on va pas parler tout de suite de l'immédiat, ils négocient un minimum d'indépendance par rapport à l'exécutif, à cause de leur statut. Kaltenbach était inamovible quand il était à la Cour des comptes. Oui. On négocie notre statut, mais le roi, quand il a dit « vous allez aller regarder ce que dépensent les Condé, leurs maîtresses, mes maîtresses, les favorites », les magistrats leur ont dit « écoutez, votre majesté est bien intelligente, mais on va se faire couper tout ce qui peut dépasser. Donc si vous nous promettez l'impunité complète, oui, on y va. » Et le roi a dit « alors on ne touchera pas à un cheveu de mes magistrats des comptes. » Donc je me suis trouvé héritier inamovible. Personne ne pouvait me faire changer d'étage. Ni un homme de droite, ni un homme de gauche, n'est-ce pas, ni Seguin, ni Jox, qui étaient des amis du prince. Remarquez au passage été tous les deux premiers présidents dans les années contemporaines. Qui étaient des amis du roi. Et c'est ça la différence. Il vaut bien mieux mettre M. Migaud, qui n'est pas un ami du roi.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais avant d'en venir à Jox, Ah bon. Séguin et Migaud, est-ce qu'on peut évoquer ce grand moment qui est l'entrée à la Cour des comptes dans un froufrou de robe de soie avec un mélange de révérence et grandeur de la magistrature, installation d'un premier président de chambre, parce que sous le premier président, il y a des présidents de chambre. Monsieur le procureur général a la parole. Nous, procureur général de la République, fut la loi du 16 septembre 1807 et les décrets du 28 du même mois, ensemble les textes qui les ont complétés et modifiés, requérant qui plaise à la Cour, après avoir entendu le serment de M. Béchet, le recevoir en sa qualité de président de chambre pour aller exercer les fonctions et jouir des honneurs, prérogatives, prééminences et émoluments qui y sont attachés. J'invite M. Destresse de Lanzac de Laborie, président de chambre, et M. de Laporte, doyen des conseillers maîtres, à se rendre auprès de M. Béchet et à l'introduire dans l'enceinte de la Cour. Monsieur Béchet, veuillez lever la main droite. Vous jurez et promettez de bien et fidèlement remplir vos fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de vous conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je le jure. Monsieur Béchet, veuillez prendre place au fauteuil qui vous est réservé. Et alors tout ça dans le palais Cambon, parce qu'après l'incendie au lendemain de la Commune, d'où ont réchappé un certain nombre de documents que vous nous avez apportés, à partir de 1912, la Cour des comptes a été installée rue Cambon. Il y a un plafond extraordinaire où on voit la justice qui aspire vers elle un premier président. Les Anglais doivent beaucoup rigoler quand ils voient tout ça. Beaucoup. Parce qu'ils ont un autre modèle qui s'est développé à partir de la fin du 19e siècle. Vous voyez, j'insiste. Nous avons négocié historiquement, et il le fallait depuis 1318, notre indépendance. Nous, on veut bien aller regarder les comptes du roi et de ses favorites, mais il faut pas aller trop loin dans ce genre d'exercice. On s'en sort très mal. Donc, il faut qu'ils nous disent, vous ne serez pas tués. Et ceci a été respecté. Alors, les Anglais, eux, n'ont pas du tout ça. Ce sont des fonctionnaires, d'ailleurs. Les gens du NAO, National Audit Office. Nous sommes des juges. Si vous regardez les photos, nous avons de l'hermine, nous avons des décorations, nous avons un langage fleuri. On nous promet de jouir de nos monuments et des choses de ce genre. On prête serment alors que le serment a très mauvaise réputation, surtout chez les protestants, mais même chez les Français. Mais nous sommes des gens remarquables. À titre personnel, nous avons sauvé nos intérêts, professionnels et corporatistes. Mais la question n'est pas là. Je vais vous donner un exemple pour que vous le sentiez bien. On parle beaucoup de transparence et de publier l'argent des gens et leur patrimoine. Moi, savoir si M. Migaud a une Clio d'occasion, ou pas d'occasion, ne m'émeut pas énormément. Mais qu'il soit nommé par l'opposition, ça me met dans un état d'exaltation quasiment érotique. Eh bien, les Anglais, c'est ça. C'est-à-dire que les comptes sont vérifiés par l'opposition parlementaire ? On confie le soin de noter quelqu'un à quelqu'un qui n'est pas son ami. On ne se note pas soi-même. On ne s'évalue pas soi-même. Ça, c'est des histoires de Français. Vous comprenez ? Ah oui, mais il était au parti à tel moment, ou il était de tel copinage, ou de telle grande entreprise. C'est ça qui ne va pas, et j'attends, et je veux, et nous y arriverons peut-être avant que nous soyons morts tous les deux, à ce qu'en France, on ne se note pas soi-même. Monsieur Bigot a été nommé par le président de la République alors qu'il était député de l'opposition. Nicolas Sarkozy a donc emprunté un peu du modèle anglais et l'introduisant dans le modèle français. Je reviens, c'est difficile de vous retenir alors que vous voulez cavaler vers l'actualité, vers la Cour dans son modèle traditionnel tel qu'il existait encore dans les années 1950. Sa grande activité visible, mais le silence aussi la caractérise, et des courriers discrets aux administrations concernées également, c'était, et c'est encore, le rapport qui est annuel depuis 1832, public depuis 1936, et dont on parlait encore relativement peu dans la presse au temps du bon président René Coty, 57. Il se trouve que le journal officiel de ce matin a publié le rapport annuel de la Cour des comptes qui vient d'être remis à M. Coty, président de la République, ainsi qu'au président des assemblées parlementaires. Jean Lazare l'a compulsé pour vous. Le rapport de la Cour des comptes comprend 4 parties. Administration de l'État, collectivités locales, hôpitaux publics et sécurité sociale. Pour les 2 premiers, la Cour des comptes a relevé ça et là des errements variés. Pour les 2 autres, la Cour propose des solutions de principe. Sur le plan financier,
errements fâcheux de certains ministères, abus de générosité dans le soutien des produits agricoles et aussi l'octroi incontrôlé des prises à la construction et la spéculation à laquelle a donné lieu en cette matière l'apport de l'État. Dans le chapitre des collectivités locales, le rapport signale les abus constatés aux Antilles et à la Guyane en matière d'assistance et d'investissement. Dans le troisième chapitre, qui traite des hôpitaux publics, ce sont les conséquences du statut de ces établissements qui sont exposées. La dernière partie du rapport est consacrée à la sécurité sociale et la gestion des caisses du régime général est particulièrement critiquée. Alors c'est beaucoup moins complet comme compte-rendu que celui que fait la presse aujourd'hui, parce que à l'époque, le rapport il était destiné à l'information des autorités et pas à l'information des citoyens. Tout à fait. C'est la même différence qu'entre M. Colombani et M. Plenel de votre profession. Il y en a un qui veut informer les grands de ce monde et l'autre qui veut informer le peuple. C'est pas pareil en termes de médias. Je voudrais insister. La Cour des comptes a fait des progrès considérables depuis l'époque que vous évoquez. Ce sont des gens remarquables. Maintenant que j'y suis peu, je peux dire du bien. J'aime pas dire du bien quand j'en suis. Mais maintenant, je peux dire. Ce sont des gens méticuleux, sérieux, consciencieux, indépendants. Et d'autant plus indépendants, et ça, c'était pas prévu par l'empereur, lorsque vous avez un changement, une alternance. Toute la gauche des cabinets redescend à la cour, et toute la droite remonte, et vice-versa. Ce qui fait que vous avez, en permanence, presque plus de gens de l'opposition, dans les 7 chambres, sur les 300 magistrats, qui vous donnent quelque chose qui est assez original dans ce pays, bizarre, où on nomme des copains partout, parce que, bon, j'insiste pas. Non, j'insiste pas, mais moi je voudrais passer... Et depuis, il y a eu la certification on va y qui a venir. quand même changé beaucoup de choses. On va y venir. Grâce à Migaud et grâce à Sarkozy. Mais oui, mais Sarkozy, Migaud, Jox, Séguin, on va en parler. Laissez-moi quand même un instant encore sur les temps anciens, l'époque où les conseillers pouvaient écrire des chansons, beaucoup se consacraient à la littérature, l'époque où Offenbach parlait de la cour en disant, à propos d'un caissier qui avait pris de mauvaises habitudes, qu'il craignait que la Cour des comptes aille lui chercher Pouille. Bernard Pisani chante dans Les Brigands d'Offenbach. Oh mes amours, oh mes maîtresses, pour vivre à vos genoux, pour m'enivrer de vos caresses, de vos baisers si doux, pour me faire dire je t'aime, par des chiens, des chiens chéris. J'ai donné mon argent et même tout l'argent, oui tout l'argent de mon pays. Hélas, j'ai mangé la grenouille, la Cour des comptes va probablement me chanter Pouille. Sous ce prétexte-là, on va vérifier ma caisse, le pot de rose, on va le découvrir. Et qu'est-ce que le caissier, qu'est-ce que le caissier, oui le caissier va devenir? La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Une histoire personnelle de la Cour des comptes par Pierre-Patrick Kaltenbach, qui en fut conseiller maître. Le nouvel envol de la Cour des comptes, vous brûlez de parler de l'époque actuelle, vous le dateriez de son inscription dans la Constitution au début de la 4e République, ou plutôt de 1981. Je vais vous expliquer pourquoi je prends cette date. Loi de décentralisation. Les comptes des collectivités locales sont délégués aux chambres régionales des comptes qui sont créées à travers le pays. Je sais pas, celle de la Côte d'Azur a beaucoup de travail avec M. Gaudin, avec M. Vauzel aujourd'hui. Donc ça dégage des loisirs pour les remarquables magistrats de la Cour des comptes contemporaine. Vous êtes cruel. Non. Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Peut-être plus profondément dans l'opinion politique de la classe professionnelle, c'est-à-dire les corporations, les fonctionnaires et les journalistes, le début de la conviction au milieu des années 80, que nous étions sur une mauvaise pente en termes de dépenses publiques. Je crois que c'est ça qui profondément était derrière, mais on ne le disait pas.
Alors on décentralise, on va donner la certification. Ah, ce monsieur Migaud, c'est quand même bien qu'on nomme un type de l'opposition, quand même ce Sarkozy, il fait ça, les autres devraient faire bien. Et la preuve, d'ailleurs, les actuels présidents des commissions, ils sont nommés par le Parti socialiste dans l'opposition. Donc ce progrès-là, moi je pense qu'il est lié à la découverte que depuis 30 ou 40 ans, il y a un problème de dépenses publiques. Et nous découvrons petit à petit que c'est le sujet dont on parle, beaucoup plus que des histoires de mœurs ou de sociétaux, toutes ces choses, d'un mon point de vue. Regardez les élections récentes. La dépense publique, il ne fallait pas en parler. Tant et si bien qu'aux élections de 2012, on n'en a pas parlé. Ça, c'est des Français très... Alors, la réponse à votre question, je la vois plutôt, vous voyez, dans des phénomènes de lent, parce que nous sommes un pays lent en matière de démocratie, et nous avons un énorme travail qui nous reste devant. Regardez l'élection de Brignoles. Mais dites-moi, Pierre-Patrick Kentelbach, il faut aussi rendre justice aux magistrats de la Cour des comptes. Ils se saisissent de plus en plus de dossiers avec des rapports particuliers. Ils s'occupent des délégations de services publics. Ils s'occupent des associations subventionnées, de celles qui font appel à la générosité publique. Vous aviez publié il y a 15 ans un livre qui a eu pas mal de succès qui s'appelait « Association lucrative sans but », Archives 96. Rapport accablant pour l'Association pour la recherche sur le cancer. Selon la Cour des comptes, un tiers seulement des sommes collectées irait vraiment à la recherche. Des poursuites pourraient être engagées. Hélène Frandon. 58 pages qui font mal. Ce rapport révèle qu'en 93, seulement 27% des fonds collectés par l'ARC ont été utilisés pour la recherche. Le reste étant affecté à la communication, aux frais de collecte et à la prévention. Un peu plus loin, la Cour des comptes s'étonne que les dépenses faites pour les journaux de l'association soient considérées comme de la prévention. Il y a un an, le président de l'ARC se défendait déjà à ce sujet. L'information est nécessaire au traitement des cancéreux. Dans le monde médical aujourd'hui, les réactions étaient pour le moins prudentes. Je crois qu'il faut juger avec objectivité son œuvre. Il y a de très bons côtés. Si l'enquête révèle qu'il y en a de moins bons, il faudra en tirer les conséquences. Ce soir, l'avocat de l'ARC a contesté les conclusions du rapport de la Cour des comptes. Mais le dossier est déjà sur les bureaux du parquet de Paris. On a entendu brièvement sur Soir 3 Jacques Rosemary, le président de l'ARC, et quelques médecins qui continuaient à le défendre. Oui. Donc, je reviens quand même, ni de la Cour, ni des magistrats. Je dis qu'au contraire, il y a un progrès considérable qui est dû à un climat constitutionnel et politique. C'est comme ça. On nomme M. Migaud, et maintenant on nomme M. Moi, je trouve que ce serait très bien que le nouveau président de la Cour des comptes soit un homme de droite. Ça donnerait... Alors, je reviens. Revenez aux associations, parce que ça a été le combat de la moitié de votre vie. La totalité, in utero. Alors, les associations à la française, c'est bien. L'association, c'est bon, c'est bien. C'est la lutte pour la culture, la nature, le vrai, la justice. J'en ai jamais vu une seule qui faisait des choses mal. Vous avez fondé vous-même une association, je crois. Jouir dans le compost. Oui, parce que je suis écolo maintenant. Non, je vous blague. Bon. Et vous avez vu comment elle recueillait des subventions, cette association bidon? Du coup, j'en prends pas des subventions. Si la meilleure façon de tuer une église, c'est le concordat. La meilleure façon de tuer la gratuité, c'est la subvention. Et nous avons le peuple associatif le plus subventionnaire au monde. Si vous comparez avec les Anglais, c'est une autre planète. Il nous faut une politique associative. Alors, la Cour des comptes a voulu s'occuper de quelque chose qui était énorme, parce que l'affaire de l'ARC, et puis il faut voir, les gens qui s'occupaient, c'était un président de la compagnie des commissaires aux comptes, un président de l'ordre des experts comptables qui certifiait tout ce qu'il voulait. On s'est retrouvé avec une classe politique qui ne voulait pas. Et grâce à un ministre socialiste de qualité, vous voyez ma tolérance, eh bien, M. Evin, nous avons eu une loi d'où disant la Cour des comptes peut regarder. Ceci dit, au début, la cadence était de 3 fois par siècle. Je ne sais pas si pour certifier votre boucher, ça vous suffirait. Mais là, c'était pas beaucoup. Mais petit à petit, la Cour s'y est mise, et alors les restos du cœur et toutes ces choses, lentement et lentement. Mais nous avons 3 ou 4 magistrats, là où les Anglais, dans leur Charity Commission, ont l'équivalent de tout le personnel de la Cour, tous les moyens de la Cour, et regardent toutes les associations qui reçoivent un sou. Nous n'y sommes pas, et tant s'en faut. Or, l'association, c'est l'outil de la démocratie. C'est la plus tocquevillienne de nos libertés. C'est la liberté des familles. Quand les associations sont mises en cause, vous n'avez plus de démocratie. Et l'association, c'est un contre-pouvoir. Ça ne doit pas être une courroie de transmission pour avantages fiscaux et budgétaires, ce qu'elle est devenue. Vous avez noté que une plainte est déposée au parquet de Paris après le rapport de la Cour des comptes. Mais qu'est-ce que c'est que ces magistrats qui n'ont pas le droit de sanctionner eux-mêmes
la sanction doit être prise par d'autres. Vous êtes un magistrat cul-de-jatte. Je vous suis pas très bien, allez-y. La sanction, le pouvoir de sanction n'appartient pas à la Cour des comptes. Nous saisissons, nous ne sommes pas une justice. Attendez, nous regardons les comptes, mais nous saisissons le parquet. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on saisit la justice. Ben écoutez, ça arrive avec les ministres et le gouvernement, ils saisissent. Non. Alors on dit qu'il n'y a pas de sanction. Moi, j'ai rencontré des amis qui ont perdu toute leur fortune dans des histoires de cours de discipline budgétaire. Non, c'est pas forcément simple. Et au fur et à mesure que le climat démocratique de notre pays se dégrade, la Cour des comptes va avoir un prestige de plus en plus grand. C'est la tour d'ivoire maintenant, la Cour des comptes. Et avec des gens sérieux qui font bien leur travail et qui augmentent leurs compétences, on va peut-être y arriver. Des gens sérieux qui augmentent leurs compétences, on va évoquer un moment qui a été une haute époque de la Cour des comptes et que vous avez encore pu vivre, c'est la présidence entre 2004 et 2010 de Philippe Séguin, que Jacques Chirac avait nommé là, parce qu'il fallait à la fois s'en débarrasser sans provoquer de la part de Philippe Séguin une colère homérique. Notre Constitution, elle a réussi un équilibre excellent, alors que dans certains pays, on est rattaché, les institutions supérieures de contrôle sont rattachées au Parlement, dans d'autres sont rattachées au gouvernement. Nous, on est rattachés ni à l'un ni à l'autre. On est indépendant. Et cette indépendance, elle est la marque, l'illustration de notre capacité à servir. Si demain, nous pouvons être soupçonnés de ne plus être indépendants, tout ce que nous faisons ne vaudra plus rien. Les forces de contrainte, si vous voulez, il n'y en a pas. D'ailleurs, si la Cour des comptes pouvait dire... dans le budget, finalement, il faut changer ceci par cela, ou le ministre des Finances sera obligé de faire ceci ou cela, ça serait ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Non, nous avons un pouvoir de conviction, de persuasion. Un pouvoir de recommandation. Nous sommes indépendants, disait-il, et du gouvernement et du Parlement. C'est toujours un peu mieux d'être un peu plus indépendant encore. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Cour des comptes en matière de gain d'indépendance, Philippe Séguin ? Eh bien, il a commencé à regarder les comptes de l'Élysée. De l'Élysée. Il a commencé à demander à voir les sondages de l'Élysée, par exemple. Je ne sais plus. Je ne vous répondrai pas parce que je suis parti à l'époque. Il a regardé les comptes de l'Assemblée nationale. Du Sénat ? Je ne crois pas. Ben non, c'est un peu plus difficile. Bonne question. Vous êtes redoutable. J'ai bien fait de demander. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Et le budget de la Cour des comptes, on dit, on est indépendant du gouvernement et du Parlement. Non, mais énorme, bien plus. La sécurité sociale. La loi sur le rapport sur la sécurité sociale, c'est lui. Or, nous sommes en déficit depuis 20 ou 30 ans là-dessus. Et on continue gaiement. Non, alors en plus, je suis gêné, c'était un ami. Oui, mais le budget, je reviens à ça. Le budget, c'est Bercy qui détermine le budget de la Cour des comptes ? Attendez. Depuis Séguin, un peu moins. Maintenant non, mais c'était le cas. C'était le budget qui nous donnait nos primes. Alors on y allait avec politesse. Et je me souviens avoir été touché mes primes en liquide. Ce qui donnait un côté courtelinesque, pour revenir à votre Balzac. Mais c'était il y a 30 ans. Alors, je reviens à Philippe Séguin. Philippe Séguin, ça se passait en novembre 2007. C'était le 2e centenaire de la création de la Cour. Monsieur le président Sarkozy arrive, et avec son style, il dit « Mon cher Premier Président, je vous donne 3 mois pour faire de la Cour des comptes le grand service public d'audit dont la France a besoin. Là est la révolution. » Il faut le lire, ce truc. Et puis il faut lire les propos de Philippe Séguin sur votre modeste serviteur. Pierre-Patrick Kaltenbach vous invite à une révolution. Il faut le faire quand même. Il veut la transparence, il veut la séparation des pouvoirs. Vous voyez, ça ne sert à rien. Ça n'avance pas. Mais il se peut que dans l'état actuel de la dette du pays, et que sous les efforts d'un certain nombre de personnes et de groupes, ou de journalistes, nous arrivions à demander que tout soit sur la table. Car la force des médias, qui doit être plus grande, la force de la Cour, c'est uniquement la parole publique que nous n'avons pas actuellement. Nous ne l'avons pas. Quand on regarde la dépense publique des fonctionnaires dans ce pays, on a l'impression qu'on touche, au Graal. Mais non. Alors voilà, je pense que la transparence, ce doux souci qui continue de vous animer, Pierre-Patrick Kaltenbach, ça peut venir d'en bas aussi. C'est un homme d'en bas qui oblige à la publication du montant des réserves parlementaires actuellement. Alors, excellent. Ça, mais très vite. Oui, alors... Dans les associations dont je m'occupe, je vous dirai pas lesquelles, sinon... Non, mais on trouve ça sur notre site, PP Kaltenbach, oui, ça c'est votre blog, Obral... Nous pensons que la génération qui va voter pour la première fois au municipal, les 18-25 ans, ils sont 6,5 millions. Ils ont déclaré qu'ils ne voulaient pas voter, ni pour un syndicat, ni pour un parti.
des partis politiques sans militants, des syndicats sans salariés, des associations sans bénévoles, etc. Ils veulent voter pour des choses qui les concernent, et notamment l'aide publique aux associations qui s'occupent de la jeunesse, de la formation professionnelle. Vous avez vu l'émission l'autre soir sur la formation professionnelle? Ce scandale. Donc, le peuple, peut-être, pour ces élections, fera du brignol, mais financier. Merci à vous, Pierre-Patrick Kaltenbach. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Jean-Noël Vélan. Au bout de ce rodéo, il est 14h, vous écoutez France Inter.